Hello, bienvenue à toutes et à tous sur ce nouvel épisode sur le podcast Élévation. Et aujourd'hui, je fais une interview. Je suis heureuse de recevoir une invitée au micro pour que l'on aborde la thématique de la sécurité intérieure, donc un vaste sujet. Et on va pour ça discuter avec Laetitia Forichon qui est présente et qui va se présenter dans quelques secondes, qui a vraiment cette thématique en trame de fond dans son activité à travers tout ce qu'elle propose. Et je trouvais que c'était intéressant d'aborder ce sujet, notamment après l'épisode de la semaine dernière sur l'hypercontrôle, parce qu'on va pouvoir justement discuter ensemble des différentes formes que peuvent aussi prendre la sécurité intérieure et ce qui est sain pour soi. On va décortiquer tout ça avec Laetitia. Donc Laetitia, merci d'avoir accepté cette interview et je vais te laisser te présenter aux auditeurs et aux auditrices pour ceux qui ne te connaissent pas. Écoute, merci à toi, avec plaisir en tout cas d'être présente avec toi sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, de la sécurité intérieure. Donc pour me présenter un peu, donc moi je suis Laetitia, je veux pas me définir par mon métier. J'ai envie de dire que je suis plutôt une humaine passionnée par la connaissance de soi, l'exploration de soi. Voilà, c'est un sujet qui me passionne depuis que j'ai commencé, en fait, quand j'ai entrepris une psychanalyse, on va dire, de ça il y a maintenant presque 15 ans. J'ai découvert un monde qui s'est ouvert devant moi, le monde de l'exploration et de la connaissance de soi. Et j'ai trouvé que c'était tellement riche que depuis, je me suis plus arrêtée. Donc, par différentes pratiques, j'ai continué à explorer par différentes orientations et puis au point de me reconvertir moi aussi dans l'accompagnement vers la connaissance et l'exploration de soi à travers différents outils, principalement corporels tels que la sophrologie, des pratiques somatiques, de la respiration et aussi des outils plus introspectifs comme le tarot par exemple. Ouais. Voilà, et aujourd'hui, j'accompagne sur ce chemin de reconnexion à soi et à sa sécurité intérieure. Très bien, merci beaucoup. J'adore les présentations où on se définit pas à travers ce qu'on fait, mais à travers ce qu'on est. Donc, merci. On reviendra à la fin de l'épisode sur ce que tu proposes concrètement, parce que tu es à Bordeaux et tu proposes plusieurs activités, comme tu viens de le dire, et on reviendra là-dessus à la fin pour ceux que ça pourrait intéresser, à distance ou sur Bordeaux. Alors, on va commencer par le commencement. Comment définir la sécurité intérieure de façon simple et accessible? Et surtout, à quoi est-ce qu'elle nous sert, la sécurité intérieure? Vaste question, effectivement, c'est vrai quand on parle de sécurité intérieure, ça peut sembler quand même très impalpable, mais en fait c'est le cas, c'est difficile de la définir parce que c'est vrai que pour moi la sécurité intérieure c'est vraiment un sentiment très une sensation, c'est quelque chose qu'on ressent dans le corps. Déjà c'est pas quelque chose qu'on pense forcément, c'est quelque chose qu'on ressent. Donc c'est vraiment cette sécurité, cette stabilité, on va dire, cet ancrage à l'intérieur de soi, cette confiance dans ses ressources, dans ses capacités à faire face aux événements de la vie. C'est vraiment cette assise intérieure. Moi, j'aime bien l'image de être capable de s'asseoir à l'intérieur de soi et de faire avec ce qu'il y a un peu dans la vie et les aléas, les vagues. C'est rester droite et ancrée et de la confiance en fait, la confiance en soi et en ses ressources. Ouais, c'est en gros comme tu dis avec cette image s'asseoir à l'intérieur de soi-même. Du coup, c'est un peu se demander, ok, qu'est-ce qui se passe là maintenant? Bon, Ouais, tout à fait. Ouais. ok. En quoi est-ce que tu dirais que cette sécurité intérieure, elle est cruciale aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, où tout change très vite et donc ça apporte une certaine insécurité justement? En quoi c'est primordial pour toi, parce qu'aujourd'hui c'est quand même un peu la pierre angulaire de tes accompagnements, cette sécurité intérieure? Pour moi, la sécurité intérieure, c'est la base de tout, en fait. Pour moi, c'est vraiment la base à la fois de relations épanouies et sereines. C'est la base, comme moi j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs, donc c'est aussi la base d'un entrepreneuriat qui est en cohérence avec nos valeurs. C'est la base des relations qu'on peut avoir avec nos clients et aussi pour les thérapeutes, la base des relations qu'on peut avoir dans une relation thérapeutique et dans une alliance thérapeutique. C'est la base pour fonctionner, on va dire, et justement faire face aux aléas de tout ce qui se passe dans une vie, que ça soit d'un point de vue personnel, mais aussi du contexte dans lequel on vit, hein, évidemment, parce que la sécurité intérieure, elle est pas décorrélée de l'ambiance et du système et du monde dans lequel on vit. Donc pour moi, c'est vraiment un socle solide sur lequel on peut s'appuyer et revenir, surtout revenir en toutes circonstances. OK.
Et pour essayer d'avoir un peu des exemples qui vont parler aux gens, est-ce que toi, tu as traversé une ou plusieurs périodes qui ont été marquantes dans ta vie et où justement tu as été amené à développer cette sécurité intérieure ou si cette sécurité intérieure qui était déjà là en toi t'a vraiment permis de traverser un peu ces tempêtes de la vie et surtout quelle forme ça a pris? Est-ce que tu peux identifier dans ton chemin plusieurs formes de sécurité émotionnelle que tu as vécues? Parce que je pense notamment à l'hypercontrôle dont j'ai parlé la semaine dernière. J'ai l'impression que c'est un peu aussi une forme de sécurité intérieure où on active un peu un mode survie et on trouve un refuge, mais qui passe par une expression un peu plus «malsaine» entre guillemets de la sécurité intérieure. Justement, est-ce que toi, tu as vécu certaines étapes marquantes? Comment ça s'est exprimé? Comment tu as développé cette sécurité intérieure? Ah oui, tu disais, est-ce que, je l'avais déjà? Alors spoiler alert, non. Je n'avais pas du tout de sécurité intérieure et c'est pour ça que c'est le sujet qui me tient à cœur parce que moi, quand j'ai découvert que, en fait, ce qui me manquait dans ma vie, c'était pas du calme et de la sérénité, mais c'était de la sécurité, ça a été, un pan entier qui s'est ouvert devant moi en me disant: «Mais en fait, moi, j'ai toujours été, hyper anxieuse». Dans mon histoire, on va dire que j'ai été diagnostiquée avec de l'agoraphobie, des troubles anxieux généralisés, de la phobie sociale, enfin voilà. Mmh. Un beau petit panel, à l'âge de 20 ans. Hem et pendant des années, j'ai cru que ce dont j'avais besoin, effectivement, c'était de ramener du calme, et de la et de la, sérénité, on va dire. Et un jour, j'ai compris que en fait, le contraire de l'anxiété, c'était pas le calme, c'était la sécurité. Et là, effectivement, ça a été une révélation pour moi et je me suis dit qu'en fait, tout ce que je recherchais depuis toutes ces années, en fait, c'était pas au bon endroit. Je Mmh. recherchais du calme alors que ce dont j'avais besoin, c'était profondément de sécurité parce que profondément, en tant qu'enfant, j'avais manqué de ces espaces de sécurité-là. Mmh. Et à partir de là, je n'ai cessé du coup de cheminer, de faire un travail sur moi, d'apprendre, d'explorer, parce que je pense que la sécurité, c'est un chemin. Enfin, je pense pas qu'à un moment on puisse se dire: «Ça y est, maintenant je suis parfaitement, sécure et je m'arrête là». Mmh. Je pense que c'est vraiment un travail et une hygiène quotidienne. Mais oui, alors, dans ma vie, il y a eu effectivement, toute cette période, suite au diagnostic d'agoraphobie et d'anxiété sociale où effectivement, j'ai beaucoup, travaillé sur moi, même si c'est un terme que j'aime pas trop, mais on va dire que j'ai beaucoup cheminé, j'ai avec voilà, de la psychanalyse, des pratiques un peu plus, holistique, on va dire, plein de pratiques telles que effectivement la sophrologie, l'acupuncture, la kinésiologie. Enfin voilà, j'ai découvert plein de pratiques et plein de thérapeutes passionnants à cette occasion-là. OK. Et puis petit à petit, ça s'est sécurisé, sans que je m'en rende vraiment compte ou sans que j'y mette vraiment de la conscience parce qu'à l'époque, voilà, moi j'étais pas forcément initiée, en tout cas, à toutes ces, façons de voir le monde, le bien-être, la connaissance de soi. Moi, j'étais, juriste, j'avais ma vie de juriste et j'avais pas forcément autant de conscience sur ces termes-là d'émotionnel et de sécurité. Et puis le deuxième moment où ça s'est révélé, c'est quand j'ai dû me reconvertir, où là, c'était quand même il y a 3 ans, donc j'avais déjà un petit peu plus de conscience de ce qui se passait. Et clairement, à ce moment-là, le sujet de la sécurité a été central parce que quitter un travail, de fonctionnaire pour se lancer à son compte, dans les domaines en plus, du bien-être, dans des domaines, qui sont un peu, voilà, surtout qu'à l'époque, j'étais plus, centrée sur l'énergétique, donc c'était vraiment un grand écart total Ouais. et ça m'a demandé beaucoup de travail sur, ma sécurité, mes insécurités, mes peurs. Et c'est là que ça s'est vraiment, on va dire plus révélé en tout cas, cette question de la sécurité. Très intéressant parce que c'est vrai qu'on peut avoir tendance, je rebondis sur ce que tu dis, à associer, cette sécurité intérieure à du calme et à de la sérénité et pas forcément. Je vais repartir sur ce que tu dis là, avant de poursuivre dans des questions que j'ai notées en amont. Mais du coup, la sécurité, pour trouver, et développer sa propre sécurité intérieure, il faut évidemment mettre en lumière ses propres insécurités. Oui. Ouais et du coup, toi, ton chemin, ça a été à travers des pratiques notamment, qui te ramènent dans le corps, mais aussi avec la psychanalyse, un thérapeute et cetera, c'est ça? Oui, alors j'ai pas eu
alors moi j'étais comme beaucoup de personnes en insécurité, beaucoup dans ma tête et très peu dans mon corps pendant des années. Seulement je le savais pas. Enfin j'étais dissociée, mais je le savais pas. Je vivais très bien. Enfin très bien non, puisque j'avais des troubles anxieux massifs. Mais disons que je vivais dans ma tête et pas du tout dans mon corps. Donc pour moi je savais pas du tout ce que c'était ressentir. J'ai commencé avec des pratiques qui étaient justement dans la tête. Donc la psychanalyse. J'ai fait 6 ans de psychanalyse. C'était formidable parce que ça m'a ouvert des pans de compréhension sur moi-même énormes, mais pour autant, ça ne changeait pas dans le corps. Parce qu'en fait, j'avais compris énormément de choses, j'avais élaboré beaucoup de choses, je comprenais mes fonctionnements, je comprenais pourquoi j'étais en insécurité, et pour autant, j'étais quand même dérégulée, mon système nerveux était quand même en hypervigilance tout le temps, et c'est que bien plus tard, vraiment bien plus tard, que j'ai compris qu'en fait, c'était passé par le corps, et que les traumas, ils étaient dans le corps, et que le corps avait une mémoire, et que c'est en passant par le corps qu'on allait libérer euh, l'anxiété, les insécurités, et qu'on allait se sécuriser à l'intérieur. Et c'est pour ça que j'ai entrepris d'ailleurs récemment une thérapie en EMDR pour aller travailler vraiment sur les mémoires traumatiques, et moi plus spécifiquement sur mes traumas d'attachement. Ok. Voilà. Tu nous dis rapidement le MDR, ce que c'est pour ceux qui connaissent pas. C'est les mouvements oculaires, c'est ça? Ouais, c'est des mouvements oculaires alternés Ouais. qui ont pour but effectivement de venir intégrer. Alors moi je parle pas de libérer des traumas parce que pour moi les traumas se libèrent pas. Au contraire, ils s'intègrent comme faisant partie de notre ligne de vie, mais ils s'intègrent en ayant déchargé tout l'impact émotionnel que ça peut avoir dans nos vies. Donc c'est l'idée comment je peux intégrer ces événements de vie comme faisant partie de ma vie simplement, mais comme étant du passé et que ça ne soit plus d'actualité aujourd'hui, et éviter que ces schémas se rejouent en permanence dans nos vies actuelles. J'aime beaucoup ta vision du trauma, c'est intéressant. On va pas développer là-dessus parce que ça va être trop long sinon, mais j'aime beaucoup ta vision. Là, ce que tu viens de dire, c'est parlant. Est-ce qu'on peut identifier justement certains signes, certains entre guillemets symptômes qui vont nous indiquer que cette sécurité intérieure chez nous, elle est absente, ou en tout cas elle est faiblement présente. Il y a peut-être un début, mais c'est pas suffisant pour se sentir en sécurité. Et quels seraient ces signes, en tout cas, que tu aurais pu identifier chez toi ou chez des personnes que tu as accompagnées? Alors oui, il y en a plusieurs. Après, bon, chacun est différent, effectivement, mais chez moi, ça se manifestait vraiment par une anxiété massive, un stress constant, une hypervigilance, un hypercontrôle, parce qu'évidemment, l'hypercontrôle, c'est je sécurise mon territoire. Comme je me sens totalement en insécurité à l'intérieur, j'essaie de sécuriser ce que je peux autour de moi. Donc cet hypercontrôle, des réactions parfois inadaptées. Où on s'aperçoit, par exemple dans le relationnel, qu'on a des réactions qui sont complètement disproportionnées par rapport à une situation, et pour autant on n'arrive pas à faire autrement, même si cognitivement on s'aperçoit que c'est complètement déconnecté et inadapté, on peut pas s'empêcher de le faire. Ça peut être aussi des symptômes physiques, des cris du bruxisme, des contractions dans le corps, le syndrome de l'intestin irritable, des maux de ventre, enfin voilà, tout ce que le corps peut somatiser et manifester à ce niveau-là. Ça peut être de la procrastination, ça peut être du perfectionnisme, ça peut être plein de choses en fait. C'est pour ça que je dis que la sécurité intérieure pour moi c'est la base, parce que c'est de là que découlent beaucoup de nos difficultés actuelles, qu'elles soient relationnelles, des difficultés avec nous-mêmes. Donc il y a plein de signes en fait. Encore faut-il mettre en conscience ces signes-là. Ouais. Et d'ailleurs, tu as parlé d'anxiété en ce qui te concerne. Comment rapidement on arrive à faire la distinction entre le stress et l'anxiété? Pour moi, en fait, c'est vraiment que ça te bouffe ton quotidien. En fait, c'est-à-dire qu'il n'y a, la frontière est mince. On bascule quand le stress devient chronique. Ça devient très vite de l'anxiété. Après, moi, je faisais vraiment des crises d'angoisse à une époque. La nuit, je me réveillais en crise d'angoisse, donc c'était vraiment encore autre chose. Mais pour moi, c'est vraiment quand tu te sens sous tension en permanence. Qu'il y a jamais de soupape pour souffler, et ça en fait c'est quand même très on s'en aperçoit pas en fait. C'est-à-dire que très vite le stress devient chronique, et en fait on a l'habitude de fonctionner comme ça parce que notre corps s'adapte et donc c'est devenu un fonctionnement normal, et c'est dans les moments effectivement où on s'autorise un peu à relâcher qu'on se rend compte à quel point le stress prenait beaucoup de place. Moi c'est souvent à la fin de mes séances que mes clientes me disent je me rendais pas compte à quel point j'en avais besoin. Oui, parce qu'en fait, au quotidien, on fonctionne comme ça, et on s'habitue à fonctionner comme ça. On fonctionne avec les douleurs, on fonctionne avec le stress, on fonctionne avec les maux de ventre, on fonctionne avec
plein de choses qui sont dérégulées dans notre corps et on s'adapte parce qu'il faut bien continuer. Ouais, tout à fait. Ouais, ça me parle. Quels sont selon toi les piliers fondamentaux pour, venir cultiver justement un ancrage en soi? Parce que est-ce qu'on peut dire que la sécurité intérieure, c'est une forme d'ancrage avec soi-même? Oui, moi je le dirais ouais, assez comme ça. Enfin, je trouve que c'est assez juste. L'ancrage avec soi-même, oui. Les piliers fondamentaux, déjà pour moi, il y en a un évident, c'est la connaissance de soi. C'est-à-dire que plus on se connaît, plus on est en capacité de s'observer, d'observer ses fonctionnements, d'observer ses schémas, d'observer ses insécurités, de mettre de la conscience sur qu'est-ce que je ressens dans mon corps, pourquoi je réagis de telle ou telle façon. Plus on est en capacité d'observer ça, plus on est en capacité de le changer tout simplement. Donc ça, Mmh. pour moi, c'est le premier pilier essentiel, c'est de se connaître le mieux possible. Ouais. De connaître aussi, voilà, ses besoins, ses valeurs, ce qui a du sens pour nous. Pour éviter cette dissonance cognitive aussi, le stress vient souvent de là, hein, entre, ce que je vis en ce moment et ce que j'aspire à être ou à vivre. Et quand le gap entre les 2 est trop important, ça entraîne effectivement du stress, de l'anxiété, de l'angoisse. Donc, plus je suis en capacité de reconnaître, ce que mes émotions viennent me dire, plus je suis en capacité de réaligner, mes envies avec ce que je vis et me rapprocher un petit peu plus de ce qui a du sens pour moi et de mes valeurs profondes. Mmh. Tout à fait. Ouais, donc ça, c'est un pilier pour moi aussi. Et puis, bien s'entourer, c'est un pilier important parce que la sécurité, c'est surtout dans le lien. Donc là, peut-être on parlera peut-être plus de trauma Oui, d'attachement, mais ça va faire c'est un notre pont avec la suite. Mais, la sécurité, elle se construit pas seule avec soi-même. Enfin, elle se construit dans le lien à l'autre, dans la relation, dans le fait d'avoir des espaces sécures, des liens sécures pour expérimenter ça. Surtout quand on a manqué de sécurité enfant, on a besoin de construire cette sécurité à travers l'autre, parce qu'on est des animaux sociaux. Mmh. Et donc bien s'entourer, avoir des ressources, qu'elles soient des thérapeutes au départ qui nous soutiennent, des personnes ressources autour de nous, ça c'est hyper important. Ouais, c'est très juste que tu précises ça. Effectivement, c'est primordial parce que, quand on est isolé et qu'on se coupe du monde, c'est facile d'avoir une certaine sécurité avec soi-même parce qu'on n'est pas exposé, aux situations en lien avec les autres, on est dans notre petite bulle. Donc en gros, il nous arrive jamais rien, on se coupe du monde. Mais quand on est dans des relations, quand on est amical, professionnel, amoureuse, que c'est là que ça vient faire ressortir tout et que Mmh. c'est là où il faut venir, observer tout ça. Ça fait une transition avec la question suivante parce que justement, c'était en quoi notre enfance et l'éducation qu'on a reçue vont venir influencer justement notre capacité à nous sentir en sécurité intérieure. Alors, tout part de là quand même, hein. Souvent, On très a souvent. beau on a beau le tourner quand même dans tous les sens, souvent ça part quand même de là. Donc effectivement, là, on peut parler, de la théorie de l'attachement. Voilà, pour celles qui connaissent déjà cette théorie de l'attachement de Bowlby, dont on parle quand même beaucoup plus maintenant, mais qui part du principe, effectivement, notre premier lien, c'est effectivement avec nos figures d'attachement. Donc souvent, c'est nos parents, mais en tout cas les personnes avec lesquelles qui ont pris soin de nous quand on était enfant. Parce que quand on est enfant, on peut pas se débrouiller tout seul, on peut pas répondre à nos propres besoins. Donc en fait, s'attacher, c'est un mécanisme de survie. On est obligé de s'attacher à des figures d'attachement, même si celles-ci sont malheureusement maltraitantes ou négligentes ou sans aller jusque-là. Parfois des parents qui sont juste pas disponibles ou qui font face à eux-mêmes à leurs propres traumas et ils font certainement ce qu'ils peuvent. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, on développe suite à ce premier lien d'attachement des schémas, des mécanismes de défense, de protection Mmh. vis-à-vis du lien et qui vient jouer effectivement sur notre sécurité. Donc, on se construit ensuite par rapport à ce premier lien qu'on a connu avec nos figures d'attachement. Donc Mmh. après, si voilà, pour les personnes qui ont envie de creuser, il y a plein de Ouais. ressources sur le sujet. On va pas faire tout le podcast là-dessus, mais effectivement pour moi, moi je me suis intéressée vraiment à l'attachement parce que je trouve que c'est vraiment la base de la sécurité. C'est de pouvoir avoir grandi dans un environnement sécure et parfois quand on parle de trauma d'attachement, c'est pas forcément des choses entre guillemets graves.
En fait, forcément, dans notre enfance, on a tous connu des moments où nos parents ou nos figures n'ont pas pu répondre à nos besoins, où on a pu se sentir seul, où on a pu se sentir triste, où on n'a pas compris ce qu'on était en train de vivre. Et ça peut créer des traumas, surtout Mmh. si c'est répété dans le temps. Oui. Et on grandit avec ça, on essaie de se construire avec ça, mais si on vient pas sécuriser le lien là où il a été justement abîmé, la sécurité intérieure, c'est difficile de se construire une sécurité. Oui, ça me fait penser à quelque chose, c'est que quand tu as grandi justement avec des figures d'attachement, je vais dire chaotiques dans un environnement plutôt chaotique, incertain, justement, est-ce que finalement ça devient pas ta propre sécurité, le chaos? Mmh. Et que Mais tu oui, vas toujours chercher à tout être à dans fait. du chaos parce que tu te sens en sécurité là-dedans. Tout à fait. Oui, oui, c'est complètement ça, bien sûr. Sournois. C'est, Mmh. ouais, ouais, c'est quelque chose qui est, on le dit toujours, de toute façon, c'est aussi, on en parle beaucoup dans les relations amoureuses. Pourquoi, que voilà, quand j'ai grandi dans un environnement effectivement chaotique, quand je suis dans une relation qui est sécure avec un homme qui est disponible, émotionnellement, qui est là, je m'ennuie et puis je pars en fait. Je pars et je vais chercher ailleurs. Mais c'est valable effectivement dans les relations et c'est valable aussi, effectivement, c'est l'idée de, notre système, il reviendra toujours à ce qui est connu pour lui, parce que ce qui est connu est sécurisant d'une certaine façon, alors Oui. que l'inconnu est insécurisant. Donc même si c'est un inconnu qui est plus stable et plus, sécure, Mmh. notre système, il voudra toujours nous ramener vers ce qu'on a connu en fait. Ouais. Et c'est ça justement l'intérêt de venir travailler sur le lien, la sécurité, c'est de ne plus voir le côté sécure comme quelque chose d'ennuyeux. Oui, ouais, non, mais c'est juste tout ce que tu dis, effectivement. J'avais noté cette question, pourquoi certaines personnes peuvent avoir du mal à se sentir en sécurité alors que, d'extérieur, elles ont tout pour être heureuses. Je veux dire, voilà, elles ont un cocon familial ou bien leur propre, même si sans famille, elles ont leur pied à terre, elles sont, en sécurité financière, elles ont un job qui leur plaît, et cetera, et cetera. Comment on pourrait expliquer que malgré, tous les feux au vert, on peut quand même encore se sentir en insécurité avec soi-même? Parce que pour moi, la sécurité, elle vient pas de l'extérieur justement. Ouais. Elle vient de l'intérieur. Elle vient de notre état interne. Il repose sur notre relation à nous-mêmes, sur notre estime, sur notre confiance, sur nos émotions, sur nos pensées, enfin le dialogue qu'on se tient à l'intérieur de nous. Donc même si l'extérieur, on va dire, est entre guillemets parfait, si tant Mmh. est qu'il puisse être, Ouais. ça vient parler de comment je suis moi à l'intérieur de moi, de mes blessures. On en revient de l'enfance dans laquelle j'ai grandi. Si j'ai grandi dans une quête perpétuelle de validation, je vais continuer à rechercher dans ma vie une quête de validation à l'extérieur. Et en fait, on vient chercher à l'extérieur quelque chose que finalement on doit trouver à l'intérieur de nous. Mmh. Donc oui, même si l'environnement extérieur est tout est parfait, c'est intéressant justement de venir s'interroger sur ce qui se passe à l'intérieur. Mmh. Ouais. Et justement, j'avais la question sur l'environnement extérieur, que ce soit, les relations, le domaine du travail ou la société, en règle générale. Est-ce que justement ça peut quand même avoir un impact sur notre sécurité intérieure? Ou est-ce que comme tu le dis, la sécurité intérieure, une fois qu'on la «trouve» entre guillemets, elle est inébranlable et il y a rien qui puisse, venir la perturber? Parce que c'est quelque chose d'intérieur. Moi, je dirais ça serait trop beau si c'était ça serait inébranlable et que rien ne pourrait jamais m'atteindre. Mais je pense pas que ce soit le cas parce que malgré tout on vit dans le relationnel, on vit dans une société qui est telle qu'elle est. On n'est pas déconnecté en fait de Ouais, l'environnement dans lequel on vit. Donc non. on grandit dans un environnement, dans un système qui est tel qu'il est, politique, capitaliste, environnemental. Enfin voilà, il faut faire avec ce qui se passe dans la société aujourd'hui, malheureusement, qui peut prêter parfois à être stressé et anxieux. Et c'est même plutôt sain Mmh. d'être anxieux. Enfin, je veux dire, je trouve qu'au contraire, c'est le signe aussi d'un bon système de pouvoir être affecté, d'être parfois anxieux, d'être parfois stressé par tout ce qui se passe. Enfin, c'est normal. Ouais. Après, voilà, ça devient, c'est aussi trouver ce bon dosage entre à quel moment, ça devient tellement, ça prend tellement de place que je suis plus capable de fonctionner correctement. Mmh. À quel moment je peux trouver des ressources à l'intérieur de moi pour me sécuriser et faire
ce que je peux avec ce qui se passe. Mmh. Et des fois, c'est plus ou moins facile. Et ça, on en revient à ce qu'on parlait tout à l'heure, aux piliers auxquels on a parlé tout à l'heure. Hein. C'est Ouais. cet ancrage, c'est avoir travaillé sur notre passé pour pouvoir mettre en conscience nos fonctionnements, s'entourer des bonnes personnes, Mmh mh. voilà toutes les ressources qu'on peut mettre en place. Mais Mmh. heureusement qu'on est impacté par l'environnement extérieur. Oui, bah oui. Parce qu'en plus, c'est des bons tests justement pour, voir si on arrive à être bien ancré en soi malgré, tous les tourbillons qu'il peut y avoir autour de nous aussi. Enfin voilà, l'extérieur, c'est pas toujours forcément des tempêtes, c'est aussi des belles choses, mais, ça vient Oui. beaucoup nous chercher en général et on a tendance à être en réponse, en réaction à ce qui nous arrive, et c'est nos traumas qui vont répondre. C'est, des comportements qu'on a, puisés voilà dans tout notre cheminement de vie et c'est bien de venir, comme tu l'as dit, observer mes réactions, les déclencheurs pour pouvoir venir justement ajuster et changer ce qui convient pas. Je me souviens, donc on va pas, rentrer là-dedans, mais parce que ça m'est venu quand tu discutais. Je me souviens qu'en début d'année, tu as vécu une période assez, compliquée, au niveau personnel et tu avais partagé sur les réseaux sociaux en story justement que, c'était vraiment, tu t'es rendu compte à quel point d'avoir, priorisé ta sécurité intérieure, ça t'avait aidé à mieux naviguer dans cet événement, personnel. Comment est-ce que, ça se manifeste du coup est-ce qu'il y a des exercices, des rituels? Est-ce que c'est ton rapport avec toi-même, ta capacité d'observation que tu as aiguisée avec le temps? C'est quoi au juste concrètement qui te permet, grâce à cette sécurité intérieure, de mieux traverser des épreuves parfois difficiles de la vie? Question très intéressante et en même temps très difficile Mmh. parce que j'ai l'impression de cheminer voilà sur cette question de la sécurité intérieure depuis longtemps, donc je peux pas dire qu'il y a une ou deux choses qui ont fait que ça a changé, parce que je pense que c'est vraiment l'accumulation de tout ce que j'ai fait depuis tout ce temps Mmh. qui commence à porter ses fruits et qui me fait ressentir les choses différemment. Donc il y a effectivement, moi, une chose très importante, c'est la thérapie, de toute façon, quelle qu'elle soit, pour mettre en lumière les zones d'ombre, pour comprendre comment on fonctionne, pour être en capacité de s'observer, et après, effectivement, de passer par le corps. Donc tout ce qui est somatique, alors moi, ça passe par la sophro, parce que c'est ce que j'ai appris et ce que je pratique, mais plus globalement, ouais, des pratiques de respiration, de retour à soi, mais chacun là de trouver ce qui est OK pour lui et ce qui lui correspond. Ça peut être des balades en nature, ça peut être du sport, ça peut être de la danse, ça peut être des pratiques qui nous font revenir dans notre corps. Mmh. Et puis la sécurité du lien. Ça, on en revient là, hein, mais oui, c'est ça, la sécurité du lien. C'est-à-dire que petit à petit, heu, moi, j'ai beaucoup travaillé, moi, j'étais beaucoup dans des pensées de l'ordre de avec un système très évitant, donc de l'ordre de: je dois me débrouiller toute seule, les gens ne seront jamais disponibles, les gens ne sont jamais là pour nous». Donc beaucoup de méfiance, beaucoup de mal à faire confiance dans le lien, à s'engager dans une intimité relationnelle. Enfin voilà, ça, c'était vraiment mes sujets. Mmh. Donc quand j'arrive en thérapie, j'arrive avec tout ça. D'où l'intérêt, et j'accompagne aussi des thérapeutes, donc c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, de travailler sur cette sécurité dans l'alliance thérapeutique, parce que c'est là qu'elle se construit en fait, la sécurité. C'est d'expérimenter avec un thérapeute, alors psychologue ou autre thérapeute qui travaille avec l'attachement, mais en tout cas d'expérimenter cette sécurité dans le lien. C'est ça en fait qui nous fait petit à petit nous sécuriser dans le lien à l'autre, parce que le fait de pouvoir l'expérimenter avec un thérapeute fait qu'après on va pouvoir l'expérimenter avec d'autres personnes, Ouais. et qu'aussi on aura plus de discernement pour savoir quelles sont les bonnes personnes à qui on peut faire confiance, et voilà, à qui c'est bon, voilà, avec qui pas forcément. Ouais. Mais en tout cas ça fait partie d'un tout en fait, de se sécuriser. C'est pas je dirais, c'est pas une voie unique en fait, ça passe par plein d'aspects. C'est un peu c'est un accompagnement à 360. C'est à la fois la sécurité dans le lien, à la fois la connaissance de soi, à la fois l'exploration du passé, de nos schémas, de nos modes de fonctionnement, la régulation du système nerveux. Enfin voilà, ça Ouais. passe par Ouais. plein de voies en fait. Tout à fait. Ouais, c'est ouais, c'est vrai que c'est vraiment, ne serait-ce que si on n'a pas de personne autour de soi à qui on peut se confier, je confirme que la thérapie, c'est vraiment un espace qui nous permet justement
de créer ce lien de confiance et de se rendre compte que, ok, la Terre va pas arrêter de tourner parce que j'ai été vulnérable ou parce que j'ai osé vraiment dire ce qui se passait dans ma tête. Et comme moi aussi, je vois une psychologue en ce moment depuis quelques mois et j'ai la chance d'avoir une personne à qui je peux me confier dans mon entourage et c'est tellement précieux parce que ça enlève un poids. Je suis pas obligée de tout assumer toute seule. J'ai le droit de pas être parfaite. J'ai le droit d'avoir de mes faiblesses et c'est ok. Et ça fait vraiment du bien quand on s'autorise à à être complexe quoi dans toute son humanité et à pas juste toujours mettre le masque de tout va bien, je me débrouille toute seule. Mais ça, c'est déjà une belle preuve de sécurité que de pouvoir justement accepter et faire appel à des personnes de ressources autour de nous. Ça, c'est des choses effectivement que moi, j'étais pas encore en capacité de faire il y a encore quelques temps. Ah, moi non Et rien plus. que le simple fait de pouvoir et c'est là que je vois que ma psy, voilà, travaille très bien avec l'attachement. C'est qu'effectivement, comme tu disais, pendant la période compliquée là que j'ai eue en début d'année, elle m'a proposé d'être disponible pour moi entre les séances. Mmh. Donc par téléphone, elle a fixé un cadre et elle avait son cadre, donc je savais que c'était par téléphone, la durée, voilà, elle m'a proposé différents créneaux. Alors il y a une partie de moi évidemment qui a dit, qui s'est dit non, j'en aurais pas besoin. Ouais. Coûte que coûte, je vais tenir jusqu'au prochain rendez-vous. Et finalement, je l'ai appelé une fois. Et là, j'ai vu que mon attachement, il était en train de bouger. Et j'ai vu qu'il y a quelque chose qui était en train de se sécuriser à l'intérieur de moi. Parce que le simple fait d'être en capacité de pouvoir faire confiance à ce lien et de me reposer sur ce lien, c'est quelque chose qui pour moi était nouveau. Et je me Mmh. suis dit, ah ben, elle est douée quand même. Ça me parle Elle est pas. tellement ce que tu dis, ça me parle beaucoup parce que ces temps-ci là, je traverse, ça va faire 2-3 jours que je traverse des émotions pas très ouf et je m'entête à rester toute seule dans mon truc parce que justement, je sais que la personne à qui j'ai tendance à me confier a beaucoup à gérer en ce moment et j'ai pas envie de déranger, tu vois? J'ai toujours un peu ce truc, j'ai dû dépasser beaucoup ça, la peur de déranger, non mais t'inquiète, voilà. Et en même temps, je me dis vivement le rendez-vous avec ma psy, et je m'empêche d'écrire un mail à ma psy, tu vois? Pour lui dire: «Bah, écoutez, là, ça va pas» et déballer mon sac, en fait. Mais ouais, peut-être que je le ferai après l'interview, du coup, parce que ce que tu me dis, ça m'encourage à le faire. Oui, je comprends. Il y a beaucoup ça de cette peur de déranger aussi Ouais, l'autre et je horrible. pense que là, se sécuriser pour moi, ça passe aussi par faire confiance à l'autre pour avoir sa propre sécurité, pour être en capacité de mettre ses limites et de dire, bah, écoute, je suis disponible pour t'écouter, mais juste, voilà, peut-être ce soir, peut-être à ce moment-là. Et chez moi, il y avait quelque chose aussi de très, si la personne n'est pas disponible tout de suite maintenant, c'est qu'elle sera jamais disponible. Ouais, Et ça, c'est quelque chose qui m'a demandé aussi beaucoup de travail de me dire, bah, ok, en fait, ça peut être une personne ressource. C'est pas parce elle est pas disponible tout de suite dans l'instant que c'est pas une personne ressource pour moi. tout à Et je fait. pense qu'il y a aussi ce travail à faire confiance dans la propre sécurité de l'autre personne en face pour pouvoir dire et fixer elle aussi ses propres limites et son propre cadre dans ce qu'elle est en capacité de recevoir Ouais, et d'accepter. ouais, c'est vrai. Mais j'ai de la chance que, du coup, la personne ressource que j'ai vraiment, quand, je suis en crise et que j'ai envie de le partager, si elle est pas dispo, déjà, elle va toujours me répondre, assez rapidement et si elle est pas dispo tout de suite, elle va me dire, «On s'appelle plus tard» ou, «Je te réponds tout à l'heure» et elle est là, elle répond et ça me avec le temps, il y a une confiance qui s'installe où on se dit: «OK, ouais, ben, je peux compter sur cette personne, elle me l'a prouvé plein de fois» et ça fait du bien, quoi. Mmh. Ouais. Quels sont les pièges à éviter lorsqu'on cherche à renforcer sa stabilité émotionnelle et sa sécurité intérieure? Parce que je pense que ça passe aussi par, l'accueil de ses émotions, avoir la capacité de s'asseoir avec ses émotions et essayer de capter les Mmh. messages que ça vient nous dire et cetera. Est-ce qu'il y a des pièges à éviter? J'aime bien cette question. Vouloir se réguler à tout prix. Ah ouais. Ça, c'est un gros piège à éviter, surtout, je trouve qu'aujourd'hui, en plus, voilà, c'est très vulgarisé, on parle Ouais, beaucoup voilà, de l'émotionnel, de la régulation et c'est génial. Mais ça peut aussi entraîner un certain, bah, je dois à tout prix être régulée, en fait. c'est vrai. Et ben non, en On a fait, non. l'impression que c'est un peu la réponse à tout. Bah, c'est ton système nerveux qui est dérégulé. Ouais. En fait, pour moi, l'équilibre, un bon système nerveux, c'est justement un système nerveux qui est souple, donc qui est en capacité justement, bah, parfois de sortir de sa fenêtre de tolérance, mais d'y revenir. En fait, pour moi, c'est être en capacité de rester avec l'inconfort. Être sécure, c'est pas être toujours bien, être toujours zen, être toujours en parfaite maîtrise de tout. Être sécure, c'est être en capacité de ressentir de l'inconfort, ressentir des émotions désagréables, ressentir de la douleur et de rester safe quand même avec ça, ou simplement de se dire ok là bah je suis hyper en insécurité. Bon bah en fait
bah, je reste avec ça, quoi. OK. Ouais. Mais en fait, c'est de pas toujours chercher à tout prix à se réguler parce on peut vite aussi partir dans de l'évitement émotionnel, dans du déni, enfin voilà, j'ai pas envie de ressentir c'est différent c'est difficile ce dosage entre, je me régule et en même temps, je ressens pas l'émotion. Donc c'est comment je peux à la fois accueillir et ressentir mon émotion sans être je nie mon émotion parce que je veux à tout prix me réguler et donc à force de me réguler, finalement je suis devenue assez neutre et il y a plus trop rien qui se passe, quoi. Mais Mmh. ça pour moi, c'est pas vraiment signe d'un système qui est en forme. Oui, Le fait d'être en sécurité, c'est justement de pouvoir ressentir des choses inconfortables. Parce que ouais. si je suis suffisamment sécure, je suis capable en fait de les vivre ces choses inconfortables. Oui, puis je suis d'accord. En plus, à toujours se dire qu'on a besoin de venir réguler le système nerveux, c'est un peu être toujours en lutte contre son système nerveux et se dire qu'il n'est pas capable de s'autoréguler seul, donc ne pas faire confiance à son propre système interne. Donc oui, il peut effectivement y avoir des choses à chercher à ce niveau-là, mais ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, il faut toujours venir essayer de réguler son système nerveux et ne pas vivre ce qui se passe et ne pas accepter l'inconfort qui fait partie aussi du chemin de vie. Ouais, après il y a un dosage. Effectivement, quand on part moi qui avais un système nerveux dérégulé, effectivement, ça prend du temps de réguler à nouveau Ouais. et de pouvoir et c'est pas encore fait totalement de mon côté. Est-ce que c'est fait totalement un jour? J'en sais rien. Mmh. Mais en tout cas, aujourd'hui, je me sens beaucoup plus capable de ressentir des choses inconfortables sans être totalement détruite, en fait. Ouais. Et on parlait voilà de ce qui s'est passé pour moi en début d'année, mais ça peut être voilà par exemple une rupture amoureuse. Comment vous êtes capable? Est-ce que pour vous c'est vraiment vous avez l'impression que vous allez être complètement votre vie s'arrête et vous allez être complètement détruite par ça, ou est-ce que vous avez une capacité à vous dire ok là c'est triste, c'est difficile pour moi, je vis des choses inconfortables, mais je sais que ça va passer, je sais que je vais m'en remettre, j'ai confiance dans ma capacité à me relever de ça, mais ça m'empêche pas qu'actuellement c'est dur et ça Bah oui. personne ne va le nier. Ouais. Mais c'est ça. Mais on en revient toujours au fait à cette capacité de développer une certaine patience, parce que entre le moment où on a des choses qui remontent dans le champ de conscience et l'intégration dans la vie de tous les jours à travers les interactions, les relations, les événements qui nous arrivent, Mmh. ça prend un certain temps, parfois c'est subtil, et comme tu dis, c'est Mmh. cette capacité d'observer qu'il y a des micro-changements qui s'opèrent ou peut-être carrément un grand changement, pourquoi pas, mais de se dire, bah, en fait, c'est pas encore parfait, j'ai pas la réaction idéale, mais je vois quand même des changements. Je Mmh. vois que je passe peut-être moins de temps dans la colère, dans la tristesse, après une relation, le deuil est plus rapide, ou j'arrive plus facilement à pas tomber dans des schémas qui ne me correspondent pas. Donc c'est ces micro changements qui sont précieux aussi et qui petit à petit, mis bout à bout, vont finir par nous permettre de mieux gérer certaines choses. Donc oui, la Ouais. patience là, encore et Oui, toujours. justement, c'est ce que j'allais dire, tu vois, dans les pièges à éviter, deuxième partie, j'allais dire ça, j'allais dire vouloir aller trop vite, en fait. Ouais, Parce que ouais, on est à un moment et je le vois avec les personnes qui viennent me voir aussi, c'est on a envie du tout de suite. On a envie de ah faire oui, un exercice, une séance de sophro ou 2-3 séances et ça y est, on a envie d'être régulé mais en fait non, ça se mmh, passe pas comme ça. ouais, D'abord parce que quand on a un système qui est dérégulé depuis l'enfance, bah, évidemment que c'est pas en 3 séances, que tout à coup il va se passer des choses miraculeuses et puis on est aussi dans un temps où on recherche beaucoup de choses de réponses à l'extérieur ouais, et en réalité moi je pense fondamentalement que c'est pas l'outil qui guérit, c'est le lien et la relation, on en revient là. bien sûr, Mais donc le lien et la relation, il faut s'accorder du temps pour être dans une relation sécure avec un partenaire, avec un thérapeute, avec ouais, des amis, expérimenter la sécurité dans le lien, ça prend du temps. Ça prend du temps pour réintégrer son corps, réintégrer les sensations, pour, apprendre de nouvelles choses. C'est un apprentissage, hein. Quand on n'a pas appris à être sécure, ben, en fait, on doit l'apprendre. ouais. Donc apprendre, ça prend du temps. Notre rythme, il est parfois, pas linéaire aussi. Il y a des moments où on a l'impression de retomber dans des vieux schémas et c'est normal. Ouais, de pas s'en vouloir justement et plutôt l'observer avec le niveau de conscience qu'on a au moment T, et justement peut-être capter des choses qu'on n'aurait pas pu capter avant. Mmh. Ouais, Mmh. effectivement. Alors, bah, ça va un petit peu répondre à la prochaine question. Peut-on atteindre un état de sécurité intérieure définitif, ou est-ce un chemin en constante évolution? Je pense que vous l'aurez compris. C'est un cheminement.
Ouais, Ouais. donc vraiment c'est un cheminement. Je pense pas qu'on puisse dire un jour, je suis arrivée et je m'arrête là. Après, bien sûr qu'il y a des paliers et qu'il y a des moments dans notre vie, heureusement, où on se sent plus secure, plus Bien safe et sûr. que le travail qu'on fait, on peut l'observer. Moi aujourd'hui, voilà, j'observe encore cette semaine, j'en parlais à une amie, là, j'ai observé des petites micro-choses où je me suis dit: «Ah oui, là, je vois que quand même dans le lien, ça va mieux, quoi», Ouais. par rapport à certaines choses. Après, pour autant, je sais qu'il y a des situations qui seront toujours challengeantes pour moi et encore aujourd'hui qui le sont. Heu, c'est pouvoir aussi mesurer, voilà, les petits progrès, les petites choses qui sont, OK et de toute façon, notre vie est en constant mouvement. Donc à chaque fois, on va être confronté, à des situations, à des relations qui vont venir nous challenger sur certaines choses, Ouais. et ça fait partie de la vie, quoi. Ouais, 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 carrément. Et souvent, enfin moi je sais que ça m'est, arrivé à plusieurs reprises où j'ai des prises de conscience, où j'ai découvert, une nouvelle information et cetera utile et où je me suis dit: «Ah oui, ça y est, j'ai compris». Puis non, en fait, tu la vie, elle dit: «Ah ouais, tu sûre que t'as compris? Attends, je vais t'amener un petit truc là, on va voir si t'as vraiment compris». Donc c'est ça, quoi. Oui, puis plus on a de la conscience aussi, plus ce qu'on voyait pas avant, on le voit. C'est-à-dire qu'avant, il y Ouais, avait des zones d'ombre où on n'était pas forcément, on fonctionnait un peu en pilote automatique. Et plus on met de conscience sur notre fonctionnement, plus on observe nos fonctionnements dysfonctionnels. c'est clair, Donc c'est clair. ça vient rajouter encore une dose. Ouais. Mais il y a quand même, plus on chemine, plus quand même on se ramène plus facilement. C'est ça, en fait, je pense, la différence, effectivement, c'est plus on chemine plus on fait ce processus-là, plus effectivement il peut y avoir des moments où on se sent totalement, partir dans des vieux schémas, dans l'anxiété, dans des choses, mais plus on est en capacité de s'observer, de se ramener, de se dire: «OK, là, je sens que ça part», et plus on a cette souplesse de revenir, dans notre sécurité. Mmh. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des livres, des enseignements ou des figures inspirantes qui t'ont, aidé justement dans cette démarche dont tu avais parlé? Donc, il y a eu des thérapeutes, il y a eu des personnes qui t'ont initié à certaines pratiques ou t'ont fait découvrir des pratiques qui t'ont aidé. Qu'est-ce que si tu devais un petit peu nous parler, de choses marquantes sur ton parcours avec la sécurité intérieure, tu nous partagerais quoi? Oui, alors de ressources inspirantes, effectivement, c'est effectivement, oui, des thérapeutes, ça c'est sûr. Des thérapeutes, des pratiques. En termes de ressources, accessibles, il y a le livre, sur l'attachement, un instinct oublié, qui est le livre qui explique très bien, justement les mécanismes d'attachement, pour toutes celles qui ont envie un peu plus de comprendre ce qui se joue à ce niveau-là. Ouais, ça Euh, m'intéresse, moi, parce que du coup, ça a éveillé ma curiosité, cette histoire. Il y a le livre aussi qui s'appelle Ancré de Deb Dana, qui OK. parle de la régulation du système nerveux, la théorie polyvagale. Voilà. Après, il y a plein de ressources, surtout de nos jours, qui parlent de ces sujets-là. Donc, effectivement, je pense que tout le monde y trouvera son Ouais, bonheur. Il y a pas mal de ressources aussi en termes de podcasts. Il y a pas mal de ressources en termes de, voilà, de contenu sur Insta ou ouais. euh, après, voilà, voir quelle est l'approche qui parle le plus. Moi, je pense qu'il n'y a pas eu vraiment c'est vraiment une combinaison en fait de plusieurs choses. Et comme je m'intéresse énormément à ce sujet-là, évidemment, je suis une grande consommatrice de ressources en tout genre de ce sujet-là. Et à force de toutes ces ressources, de cette expérience personnelle, j'en fais mon petit mélange, Voilà. euh, Mmh mh. et je m'y retrouve dans tout ça. OK. Dernière question avant de parler, un peu plus en détail sur ce que tu proposes. Si tu devais donner un conseil justement à ceux qui nous écoutent pour commencer à construire, et à développer leur propre sécurité intérieure, aujourd'hui, ce serait quoi? Un conseil, déjà de prendre le temps. On disait tout à l'heure, hein, un écueil, c'est de vouloir aller trop vite. Donc, de prendre le temps et d'intégrer cette dimension de temps. Alors, je sais que c'est pas vendeur, hein, mais de se dire Ouais. que effectivement, oui, si j'ai des insécurités, si j'ai un système qui est dérégulé depuis des années, oui, ça va prendre quand même du temps, de revenir dans sa sécurité, de lui apprendre à fonctionner autrement et d'essayer d'être doux envers soi, d'être indulgent envers soi. Mmh. Ça je pense que c'est important. Ouais. Hem et on revient toujours à ce qu'on dit, mais de se connaître. Voilà. Pour moi, la connaissance de soi, c'est vraiment notre plus grande force. La plus grande force qu'on puisse développer dans notre vie, c'est de se connaître, en fait, pour plus se laisser driver par, des vieux schémas, par des peurs, d'être en pilote automatique. Alors bien sûr, il y aura toujours une part de nous qui nous échappe, parce que je crois que je sais plus quel est le pourcentage, nos décisions, elles sont en majorité inconscientes. Mmh mh. De toute façon, il y aura toujours une part de nous, auquel on n'aura pas forcément accès, mais plus
de mettre de la conscience en fait, de la conscience sur nos actions, sur nos choix, sur ce qui se passe dans le corps, sur ce qui se vit à l'intérieur de nous. Et c'est pas forcément pour comprendre, parce qu'on a aussi beaucoup ce truc de je dois comprendre à tout prix. Ouais. Pas forcément en fait. Ouais, Des fois c'est pas juste de comprendre, c'est de transformer. Enfin moi par exemple en psychanalyse, voilà, j'ai compris. On a fait que ça pendant 6 ans. Je n'ai fait que comprendre. ouais. Mais malgré tout, j'ai continué à avoir de l'anxiété, des crises d'angoisse, parce que ça passait pas par le corps, parce que j'avais compris, mais j'avais pas intégré dans le corps. Et ça fait toute la différence. Ouais, Donc de bien. passer par des pratiques somatiques et du corps. Ouais. Ça, je le répète souvent dernièrement sur le podcast, sortir un peu de l'information, c'est bien, savoir, c'est bien, je sais, j'ai compris, c'est bien, mais en fait, c'est vraiment dans la vie de tous les jours, dans les expériences et dans notre relation avec nous-mêmes qu'on va vraiment pouvoir expérimenter si on a vraiment compris, parce que bon, c'est dans l'expérience, faut expérimenter. Puis des fois, ça change et on n'a pas compris, en fait. Oui, Enfin, voilà, c'est aussi des oui, choses ah où bah ça m'arrive tout le temps de me dire: «Mais en fait, t'avais rien compris. Tu cru que t'avais compris, mais t'avais pas compris». c'est ça. Et là, aujourd'hui, je le comprends autrement, tu vois? C'est faire aussi confiance à la sagesse du corps pour savoir qu'il est capable en fait de transformer, d'intégrer des choses sans passer par le biais du mental ou Ouais. du cerveau, une espèce de prisme aujourd'hui où en fait les informations valables, c'est des informations uniquement qui nous viennent de nos pensées. Mmh. Mais en réalité, on a plein de canaux. On a le corps, on a l'intuition, on a les Ouais. émotions, on a la réflexion, bien sûr, l'intellect. Et en fait, on ne privilégie qu'un seul axe, c'est-à-dire à partir du moment où c'est mon cerveau qui me le dit, forcément, c'est la bonne chose à faire. Mais notre corps, il nous envoie des messages aussi tout le temps. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Non, il a de meilleures réponses en général. Ben, je peux que confirmer effectivement. Pour quelqu'un comme moi qui suis beaucoup dans la tête, ouais. C'est quand je suis mon intuition et quand je suis à l'écoute de mon corps que, en général, c'est beaucoup plus juste et beaucoup plus, aligné pour moi-même, ce qui me vient. Donc Mmh. ouais, je suis d'accord. Alors, passons à ce que tu proposes maintenant. Donc tu es sur Bordeaux, tu as parlé de sophrologie, mais je sais que tu ne fais pas que ça. Dis-nous un petit peu, voilà, tout ce que tu proposes en ce moment. Oui, alors moi je suis à Bordeaux et je travaille en visio aussi, donc je propose des accompagnements, des séances, alors soit sur un outil tel que la sophrologie, des pratiques de relaxation, de respiration, et je travaille bien entendu avec, vous l'aurez compris, l'attachement aussi. Mmh. Donc évidemment, je travaille sur des accompagnements qui sont plutôt longs entre guillemets, même si c'est quand même encore court pour des accompagnements. Et je travaille vraiment sur le retour au corps, sur justement récupérer de la sécurité intérieure grâce à des pratiques somatiques telles que la sophrologie, la relaxation, l'hypnose, la respiration. Je propose aussi des thèmes tarologiques. Là, on est vraiment dans l'exploration à travers le tarot. C'est un autre sujet, mais ça participe aussi à la connaissance de soi. Ouais. Et puis, j'ai des accompagnements effectivement plus ciblés sur les entrepreneurs et sur les thérapeutes pour vraiment développer un entrepreneuriat où on est à l'écoute de soi, où on déconstruit nos schémas de fonctionnement pour se construire une base solide et sécure justement pour entreprendre. La sécurité est jamais vraiment loin Mmh. chez moi, pour aussi construire un cadre sécure avec ses clients, pour travailler sa posture, pour travailler voilà son alliance, voilà, c'est tous ces Mmh. sujets qui me passionnent. Merci beaucoup et pour avoir fait un thème tarologique avec toi, je te peux que te recommander et je suis certaine parce qu'on a quand même eu pas mal d'échanges que, voilà, j'ai aucun doute sur la qualité, du lien que tu sais créer dans tes accompagnements et de toute la bienveillance dont tu sais faire preuve et à la fois savoir mettre les gens face à leurs responsabilités, ce bel équilibre que tu as entre les 2. Donc, je mettrai toutes les informations dans la description du podcast pour que les gens puissent te retrouver, donc ton site web, compte Instagram, etc. Et puis, n'hésitez pas à contacter Laetitia parce que c'est vraiment une très belle âme et je suis très heureuse de t'avoir eu sur le podcast. Merci beaucoup, c'était avec plaisir et ouais, de ne pas hésiter aussi à nous faire des retours sur Bien sûr. ce que vous pensez de ce sujet de la sécurité intérieure ou venir en parler Ouais, en DM sur Insta ou sur carrément voilà parce parce que que c'est un on plaisir aurait pour pu échanger. partir sur plein de sujets différents en même temps. Je me suis retenue parce que t'as dit beaucoup de choses très intéressantes, beaucoup de valeurs pour les auditeurs. Donc, merci beaucoup pour ça. Mais merci à toi. Eh ben, belle continuation et à bientôt.